Iamotep, Ankouja Senebneb. Douane Douane pour tous ceux qui nous suivent, Douane pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Cette semaine, nous voulons faire quelques séries d'émissions pour parler de plusieurs sujets, et surtout dans cette période où tout le monde se trouve à la maison, pour certaines personnes qui n'arrivent pas à retrouver leur travail, quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un sujet très intéressant, donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à laisser des commentaires et à laisser vos questions. Mais c'est vraiment un sujet qui va se développer plus ou moins tout seul pendant que nous allons parler. Mais n'oubliez pas que si vous posez vos questions, malgré qu'on ne peut pas les prendre pendant le live, on pourra quand même les prendre pour ça pourra être le sujet des émissions qui vont venir après. Donc aujourd'hui, dans l'œil des Ouran 400, dans l'œil du cyclone et à tout ce qui est en train de se passer autour, nous avons pris une direction, c'est celui de la tranquillité. C'est celui du calme et de la tranquillité. Et encore plus, c'est celui de la reconstruction. Réanimation, reconstruction, récalibration du monde que nous appelons le monde Kush Kamit Congo, le monde mélanoderme en général. Parce que nous avons exclu de l'appellation ce qu'on appelle le monde noir. Parce que le monde noir, descendant du monde nègre, c'est-à-dire dénigré. Le noir, ce n'est pas dit par rapport à la couleur de la peau, mais par rapport à un état, l'état d'avoir été dénigré, dévalorisé de toute la sorte. Dans cette dévalorisation, nous allons aujourd'hui réanimer quelque chose de très important, c'est que j'appelle avec beaucoup d'amour les droits Kushkamit Congo. Je dis Kushite parce que j'ai dit Kushkamit Congo pour inclure dans cette dimension contemporaine que nous appelons le Kushkamit Congo, nous n'excluons aucune littérature, soit-il Dahomey, soit-il phénicienne, soit-il sumérienne, soit-il sabéenne, du tout le monde. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans une révalorisation du principe du droit. C'est quoi les droits? Eh bien, beaucoup d'entre vous parleront justement des droits de l'homme, sans pour autant se rendre compte que dans ces droits-là, définis les droits de l'homme, eh bien, il n'y a pas de la place pour l'homme noir. Les droits de l'homme, pour démontrer qu'il ne s'agit pas, les droits de l'homme écrits dans le monde occidental n'a rien à voir avec les droits des Noirs, même pas les droits de la femme occidentale elle-même, au point où il y a une femme, Olympia, son nom a été réécrit comme Olympia, quelque chose qui a écrit les droits de la femme en Europe, en France. C'est une Française. Elle a été pendue par les révolutionnaires. Donc, nous devons nous rendre compte que quand nous parlons du droit de l'homme, ce qui fait la statuture de la jurisprudence occidentale, les Noirs n'est pas inclus. Le monde mélanoderme n'est pas inclus. Et nous voulons maintenant indiquer que le monde mélanoderme a un avancé, que nous avons signalé être de 180 000 ans sur le monde mélanoderme, l'écoderme, et de 185 000 ans sur le monde centroderme. Et aujourd'hui, nous allons prouver un point, et justement en allant inspecter et analyser ce qui se passe autour de ce qu'on appelle les droits des familles. Dans les droits des familles, nous allons voir comment ces droits vont comment je peux dire cela, à régulariser ce qu'on appelle le monde des mariages. Nous allons parler du droit d'aînesse et de tout ce qui en suit. Je vous en parle en tant qu'un amoureux de la conscience noire, de la conscience raciale, Kush Kamit Congo, de la conscience raciale mélanoderme. Et dans les droits noirs qui a été bafoué, nous trouvons non les principes de la condamnation, mais plutôt le principe de la
prévention de l'erreur par éducation sommaire que nous appelons initiation, parce que l'initiation est un modèle de vie Couche Kamit Congo. Nous allons prendre un examen d'une situation que nous allons essayer maintenant d'analyser, et autour de cette situation, nous allons maintenant essayer d'animer plusieurs éléments. Nous sommes sur le plateau avec les Kaneb Jedef Sekimura Otep. Nous avons aussi notre Moute Kanecher Kanefer Rakutinecher. Et nous allons explorer ensemble. Je commence d'abord par vous saluer Douanecher. Bienvenue sur ce plateau. Et nous allons mettre en examen une situation. C'est la situation d'un jeune Couche Kamit Congo qui naît et grandit en Europe. Ok? Il rencontre une fille aussi, Couche Kamit Congo, née en Europe aussi. Et les deux vont avoir une fréquentation de laquelle va se suivre une grossesse. Maintenant, le cas de l'homme vit en Occident seulement avec sa maman, qui, pour rendre les cas complexes, est une lécodaire. Dans le cas de la femme, nous avons elle qui vit avec son père et sa mère. Son père étant mélanoderme et la mère étant un lécodaire. Mais nous avons une situation où nous allons examiner des situations dans les domaines du droit culturel ou la jurisprudence culturelle Couche Kamit Congo. La première cas est les deux doivent se marier. Comment cela se passe? Le deuxième cas que nous allons examiner est que la fille tombe enceinte. Comment cela va se passer? Nous allons commencer d'abord par un tour au niveau du studio et je pose la question au Kaneb. Là, c'est qui moi au TEP. Parce que quand un Kaneb représente la culture, il est le portail d'une culture. Et j'en profite de l'occasion pour essayer un peu d'élucider ce qu'est un Kaneb. Un Kaneb, ce n'est pas quelqu'un qui a appris des choses et qui peut enseigner. Le Kaneb est un gardien. Non seulement de la connaissance, mais des valeurs culturelles qui font le pouvoir d'une civilisation. Maintenant, un Kaneb est aussi un juge. Ou, excusez-moi, un Kaneb est aussi un avocat. Dans le cas de la culture Couche Kamit Congo, si nous devrions avoir un mariage, eh bien dans les mariages, nous avons une situation juridique qui vient avec. Pourquoi juridique? Parce que là où c'est l'ensemble des personnes, il y a des droits et régulations qui rentrent en exercice. Ces droits et régulations, d'où viennent-ils? Ils ne sont pas inventés à selon des cas comme les faits dans le monde, dans la jurisprudence et le codère. Mais ces droits viennent de la culture. Et pendant que dans le monde occidental, ils ont ce qu'on appelle les codes pénals, les codes judiciaires, qui régularisent ou qui inventent des articles ou est d'ordonner un article dans différents codes. Et nous avons notre droit culturel qui lui est relaté en parabole. Je vais donner un exemple que j'ai déjà donné, je vais juste répéter. Quand je dis que dans la forêt, tous les animaux vont boire ensemble dans la rivière, et que quand ils ont fini de boire, chaque groupe d'animaux marche, chaque animal marche avec son propre groupe.
Tu ne verras pas un éléphant quitter la rivière avec un hippopotame. Tu ne verras pas une girafe quitter la rivière avec un phacochère. Tu ne verras pas un okapi quitter la rivière avec un gorille. Chacun va avec sa propre famille. Qu'est-ce qu'elle a dit dans ce cas ici? C'est que ces paraboles-là, étant kiré pour qui ne connaît pas, dans la jurisprudence noire, Couche Kamit Congo, Mélanodème appelle à faire la paix. Pour dire qu'en appartenant à une même lignée, en appartenant à un même territoire, nous ne pouvons faire autre que faire marcher ensemble. Et pour évoquer cela, je prends une loi de la nature, une manifestation du nature. Et quand j'appelle à cette sagesse-là, c'est comme un article là dans les tribunaux, eh bien, elle ne peut être contestée. Seulement, elle n'est pas écrite de la main de l'homme, mais elle est écrite de la main du Créateur lui-même, incontestable devant aucun cours culturel. Donc, le CANEB a une fonction d'avocat. Mais dans le cas de l'avocat dans le modèle occidental, l'avocat défend la personne. Okay, non? L'avocat est là pour défendre la personne. Et sa capacité à lui dépendre dépend de combien cette personne lui paye. Et quand même c'est un criminel qui a ravagé les rues en tuant des personnes, quand il paye bien, quand il paye ses payer un bon avocat, eh bien l'avocat va les défendre. Dans le cas de la moderne, un CANEB est un avocat parce qu'il défend la culture, non la personne. Et donc, la personne est défendable par un CANEB dans la mesure où il démontre ne pas avoir agi tout en compromettant sa culture, tout en compromettant son identité culturelle, tout en compromettant sa conscience culturelle. Dans le moment, c'est là, quand cela est arrivé, eh bien, le CANEB ne peut pas défendre cette personne. Pas de manière absolue. Cette personne doit faire amende. Cette personne doit payer des offrandes pour rectifier sa position énergétiquement de manière à ce que les lois de la nature qui avaient été bafouées aient été récompensées et pour que cette personne puisse être de nouveau défendue par un CANEB ou un BANEB. Donc je disais, quand on est devenu un CANEB, on est un avocat. Et en matière culturelle, on a le pouvoir d'agir. Donc l'habit vert du CANEB, ce n'est pas seulement un habit démonstratif, c'est un habit qui tient lié dans un cours culturel. Maintenant, en tant que CANEB, je vais poser la question, nous allons retourner dans notre premier cas, où nous avons vu deux personnes qui se marient, qui ont un patrimoine culturel mélanodère, se retrouvant en Europe. Comment se passe la procédure CANEB? Le patrimoine culturel. C'est des enfants qui ont le patrimoine culturel. Ouais, ce sont des enfants qui sont nés en Occident, des pères mélanodermes et des mères lécodermes. L'homme, les parents, vivent en Afrique. La fille, c'est le contraire. Les deux parents vivent en Europe. Ces deux jeunes se rencontrent et décident de se marier. Comment se passe? Admettons que tu étais ces jeunes-là. Tu rencontres une femme là. Comment tu agis? Quels sont les premiers pas que tu fais? Non, avant que les familles se rencontrent. Avant que les familles se rencontrent, les garçons, en quelque modo, doivent rencontrer la famille
de la fille. Ok? Maintenant, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle les rencontres non officielles. Dans la tradition mélanome, les rencontres non officielles, c'est là où on vit en tant qu'amis de la famille. Ça, c'est notre élément. Dans la tradition mélanodème, on n'est jamais ami à une fille. On n'est jamais ami à une personne d'une famille. Quand on est ami à une personne appartenant à la famille, on est ami de la famille. Nous disons un proche de la famille. Donc, l'amitié n'est pas entre individus. L'amitié entre deux personnes engage des familles. Quand une personne, un garçon Matondo, devient ami avec une fille Luembu, la famille de Matondo est amie à la famille Luembu, en cadre d'amitié. Maintenant, quand maintenant il s'agit du cas de mariage, les garçons Matondo ne peuvent pas se présenter chez la fille Luembu tout seul. C'est à ce moment-là que nous rentrons dans les domaines juridiques. D'où tient acte la régulation des comportements. Les garçons Matondo doivent se présenter chez la fille chez la famille de Luembu avec son avocat. Et comme dans tout tribunal, maintenant quand on parle dans le processus de mariage, les garçons Matondo ne parlent pas. C'est l'avocat qui parle. Et l'avocat est formé non dans une université, il est formé dans l'école de la culture. Et il connaît les paraboles à utiliser selon la situation. Donc, les deux familles et celui du garçon qui va envoyer une lettre pour demander d'être reçu, va demander une audience. Matondo demande une audience à la famille de Luembu. La famille de Luembu répond à la lettre ou à la demande en fixant un jour. En ce jour-là, les deux familles, la garçon, les Matondo vient avec son avocat et sa famille. La fille Luembu reçoit la famille de Matondo qui vient avec leur avocat familial et aussi muni de leur avocat. Maintenant, quand les garçons Luembu arrivent, Matondo arrive chez la fille Luembu, il doit apporter 3 symboles. Le premier symbole, c'est le droit de passage. C'est-à-dire toquer à la porte. Le premier symbole, c'est toquer à la porte. Toquer à la porte, il est représenté par les noix de cola. Ou les macasses. Ou les ngadiadia, pour ceux qui connaissent les termes que je suis en train d'utiliser. Après les macasses, il doit apporter les droits de passage, qui culturellement étaient des pièces de monnaie. Ici, c'est une petite somme d'argent mise dans une enveloppe ou dans une étoffe de peau d'animal, représentatif de votre propre, ce qu'on appelle totem. Vous vous présentez, vous demandez les droits de passage, c'est votre totem qui passe au passage. S'agissant qu'ils avaient un totem comme l'éléphant, les serpents, les lions, ainsi de suite, dans la peau d'animal, qui représente votre totem. Avec cela, on vous identifie qui vous êtes. Après cela, il y a un troisième élément, c'est-à-dire vous êtes venu pour les parler. Et de la parler, on doit, comment on dit, oindre comme lubrifier les coups, lubrifier la gorge. Et c'est comme on apporte les vins de paille. Ici, on apporte ce qu'on trouve, ce qu'on peut trouver. Moi, personnellement, je ne recommande pas, dans un cadre de mariage couche avec Kobo, d'apporter des, je sais pas moi, les bières occidentaux. Ça n'a hors contexte. On doit trouver ce qui est à supporter dans ce cas-là. Et ce sont ces 3 premiers éléments qui sont importants. La famille des Luembu, même s'ils étaient contraires au mariage ou à la démarche, mais vu que les garçons se présentent, vu que Matondo se présente avec un avocat culturel,
Deux, avec tous les signes prévus par la loi culturelle, ils ne peuvent pas dire non. Ils doivent écouter et entendre. Maintenant, si les parents n'étaient pas d'accord, c'est maintenant le devoir de l'avocat de planifier les choses. Et l'avocat représente dans ces cas-là la Mahat. L'avocat met pour harmoniser, équilibrer et mettre la justice. Quand l'avocat vient pour harmoniser, mettre la justice, il devient un Oudja Seneb. Ankh vie, Oudja prospérité, Seneb santé. Il devient le porteur de Ankh Oudja Seneb. L'avocat culturel à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, alors tout un déclassement de la situation, c'est-à-dire il y a un premier accord, deuxième rencontre, on va jusqu'au mariage. Alors, c'est quoi un mariage? C'est la célébration d'un nouveau univers qui naît. La Mahat qui se représente. C'est ce que l'on prend et ce que l'on célèbre à travers les mariages. Un homme et une femme se rencontrant vont réformer les Ankh. Ok? Maintenant, allons dans le deuxième cas. Et là, nous allons voir la scène de notre mout aussi. Dans les cas où maintenant, les garçons, la fille tombe enceinte. Comment va la procédure? Je donne la parole à notre mout. Ça, c'est un cas qui, pour beaucoup de personnes, crée beaucoup de problèmes dans la communauté, parce que ça peut être un cas qui, beaucoup de chrétiens vont dire on tape la fille, ou on punit les enfants, ou on ne parle pas et on fait comment. Et c'est, dans beaucoup de cas, ce sont des actions qui ont été mal interprétées ou qui n'ont pas eu de support pour mieux comprendre ce qui s'est passé réellement. En général, comme on a parlé du but du mariage, c'est pour rééquilibrer la famille, rééquilibrer. Donc ça veut dire que dans beaucoup de communautés, la fille ou le garçon qui habite chez son père, et même dans la civilisation, par exemple romaine, on montre comment tout individu qui habite dans une maison qui a un père de famille ou entre guillemets, un chef de famille, sont sous la tutelle du chef de famille, énergétiquement. Donc ça veut dire que si une fille, elle est enceinte, les parents, ils ont une réaction parce qu'au final, si elle est enceinte à la maison chez ses parents, l'enfant appartient à la famille matriarcale où la fille habite. Donc si elle habite chez ses oncles ou chez sa soeur, dans beaucoup de cas, on voit qu'il y a même des enfants qui sont enceintes et après, ils vont dire qu'au lieu de dire que ça c'est mon enfant, ils vont dire c'est ma petite soeur ou c'est mon petit frère. Pourquoi? Parce que évidemment, l'enfant, il devient l'enfant entre guillemets dans le foyer où il naît. Maintenant, quand il y a un cas où il y a des jeunes qui se retrouvent enceintes ou qu'il y a un enfant qui vient, en général dans la culture, ce qu'il faut, c'est que il faut faire des actions pour remédier à la situation, pour que l'enfant puisse, pour que les deux jeunes, si je peux dire ça, puissent créer un autre foyer à l'écart de chef de famille qu'il y avait dans les deux foyers avant. Donc le papa, si le père de cet enfant avait un père de famille ou un oncle qui était responsable de leur famille, et de l'autre côté la fille avait soit un père ou un grand-père ou un oncle qui était responsable de sa famille, l'enfant sera l'enfant de la famille familiale, de la femme en premier lieu. Maintenant en deuxième lieu, l'enfant aussi peut être responsable de la famille paternelle, donc de la famille de l'homme. Maintenant, pour être en mesure que l'enfant puisse venir dans un nouveau foyer, il y a plusieurs cas. C'est comme ça que vous allez voir, une des solutions les plus simples, c'est faire un mariage. Et de faire un mariage, là on va suivre la loi d'un mariage mais aussi prendre en considération qu'il y a un élément de la famille en plus qui va partir d'une famille pour venir rejoindre l'autre famille. En général, si dans les deux cas il n'y a pas un mariage où les jeunes ne vont pas continuer la relation ensemble, ce qui est fait, c'est que la famille paternelle, la famille d'où vient le papa de cet enfant,
va s'unir avec la famille de la maman pour trouver des actions pour remédier le fait que il y a, malgré que la maman de cet enfant ne viendra pas dans la famille de l'homme avec son enfant, mais l'enfant doit venir intégrer la famille de son papa. Parce que généralement, les enfants, ils prennent le nom de leur papa, actuellement, dans la vie moderne. Donc, pour respecter ce fait, ce qui est fait, c'est que il faut maintenant aller parler avec la famille. Et dans certaines cultures, on a même ce qu'on appelle où il y a un mariage qui est fait que le papa doit marier son enfant. Donc c'est un peu pour dire, au lieu de payer par exemple la dot ou de faire le mariage avec la maman, mais s'il n'y a pas la relation, mais le papa il doit maintenant donc venir reprendre quelque chose qui est dans la famille de l'autre. Donc pourquoi il y a cela, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, je peux dire, on peut vraiment voir la colonisation, on peut vraiment voir l'empreinte digitale de la colonisation ou de l'esclavage dedans, mais il y a aussi une chose qui est réelle, qui est que généralement l'enfant appartient à la maman, parce que on dit toujours la paternité, on ne le sait pas, mais la maternité c'est à 100%. On sait voir à 100% que cet enfant il a grandi dans ce ventre, il appartient à cette personne, mais pour savoir c'est qui le père, eh bien, dans cette société ancienne, ils avaient deux moyens. Le premier moyen, c'était le mariage. Donc, tous les enfants qui naissaient dans un mariage appartenaient au père chef de famille. Mais, ou avaient son nom, donc appartenaient à cette lignée directement. Et donc, sans pour autant avoir un mariage, c'est comme ça qu'il y a cette partie qui est aussi de réaliser que oui, l'enfant, il appartiendra, on va toujours savoir sa lignée maternelle en général. Mais maintenant, si on n'est pas en mesure de savoir... si on n'est pas en mesure de savoir la lignée paternelle, ou si la lignée paternelle n'a pas été mise par rapport aux accords comme on a expliqué en premier lieu, eh bien il faut venir avec les deuxièmes accords qui est de faire des actions de ramification pour remédier la situation. Donc c'est un peu pour dire qu'il y a eu, on devait normalement demander aux responsables de la famille, ça peut être peu importe si c'est une femme ou un oncle ou quoi que ce soit, ça dépend des cultures, on devrait normalement demander au chef de famille de cette famille-là si on peut prendre un élément de cette famille pour venir intégrer notre famille. C'est pas vraiment une vente de personnes, mais c'est plutôt une chose qui dit que un parent, le père, le chef de famille, c'est la dernière personne à fermer les yeux quand tout le monde est dans la maison. C'est la dernière personne à fermer la porte de la maison pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. En général, en Angleterre, on dirait, ou en France, on dirait c'est le contact d'émergence. C'est lui le chef de famille. Ça veut dire que s'il y a un accident, s'il y a un problème, c'est la personne qu'on va contacter. Si on doit regarder, si une personne doit venir aux besoins de cette personne, eh bien, c'est la personne qui est le chef de famille. Et c'est la même pour l'homme comme pour la femme. Maintenant, pour que cette personne qui devient le chef de famille puisse changer, eh bien, il faut qu'une action doit faire. C'est comme ça qu'il y a le symbolisme, et il y a aussi tout ce qui est les paroles, mais aussi il y a le mouvement énergétique aussi qui est fait. Dans ce sens-là, ça veut dire que du moment où cette action est faite, le nouveau père de famille devient le papa biologique de l'enfant. Parce qu'en Afrique, la paternité biologique veut dire très peu pour nous, en général. Parce que ce n'est pas la paternité biologique qui est importante, mais c'est plutôt la paternité énergétique qui est très importante. Parce que, de toutes les manières, la maternité, elle est toujours connue à 100%. Donc la maternité, ça part vis-à-vis à le womb qui a porté l'enfant. Mais pour la paternité, si ce n'est pas le chef de famille, eh bien, l'autre personne doit faire des actions pour venir soit payer, pour venir se présenter, au lieu de dire payer, donner des offrandes pour la maman et l'enfant, ou justement que pour l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant, son contact d'émergence aussi devient le papa. Donc son responsable devient le papa, et plus le grand-père, par exemple, ou l'oncle qui habitait dans la maison où la maman habitait. Douane cher à notre Canebret pour cette réponse qui était très claire. Je vais juste ajouter quelques éléments autour de cela. Dans un premier temps, je vais ici éclaircir une raison pour laquelle, par exemple, nous insistons qu'un enfant naisse dans un mariage. Les enfants doivent être là. Nous ne sommes pas des nomades. Nous sommes des peuples sédentaires. Et ceux qui veillent nous comparer à ceux
Leur comparer la tradition, les traditions, les cultures mélanodermes authentiques, assez occidentales, je vais leur rappeler que nous avons une avancée de 180 000 ans en termes d'évolution. Et sur ce, je retourne sur le point pourquoi les mariages sont exigés. Tout simplement parce que dans la tradition noire, dans la tradition mélanoderme, tout fonctionne. Les nombres, les numéros les plus petits n'est pas 1. 2 est un numéro indivisible dans la tradition Kush Kamit Congo, dans la tradition mélanoderme. Pourquoi? Parce qu'il y a balance naturelle. Regardez tout atome, il y a un atome équilibré, balancé à 2 électrons qui tournent autour du noyau. Le 2 est le nombre les plus petits. 1, c'est le nombre de Hausar, limité. L'individu en tant que tel ne peut pas produire un fruit. C'est ainsi qu'un enfant qui naît dans une situation où il n'y a pas un mariage, ça signifie quoi un mariage? Par mariage, je n'étais pas célébration, par un mariage attend accord. Et cet accord est cyclé du point de vue de la jurisprudence culturelle par des juges culturels qui sont présents. Ça, c'est la manière la plus exhaustive. Par des juges culturels, j'entends, dans mon langage, des canèbres. Exactement quand vous allez dans un tribunal aujourd'hui, on va vous donner un juge, on est avocat. Vous avez votre avocat, non, on va vous donner un. Vous avez votre avocat, on va vous donner un. C'est la même procédure. Quand vous allez vous marier, vous n'avez pas, il y a un canap qui vous aide. Et ce canap parle le langage Kush Kamit Congo dans ce que nous appelons le monde contemporain. Et il doit y avoir un accord qui doit être cyclé, créant un lien de paix. Parce que l'enfant qui va naître est une réincarnation du Créateur sur le plan divin, sur le monde physique. Et il doit naître dans un endroit seul. C'est pourquoi il y a besoin de deux avocats de la nature pour créer cet élément. Et donc ce n'est pas pour rien, bien que cela apprend souvent des mauvais détours, mais ça c'est les liens fondamentaux. Maintenant, nous avions dit dans les cas où la fille reste enceinte, eh bien quand la fille est restée enceinte, il n'y a pas eu violation en quoi que ce soit, mais il y a eu ce qu'on appelle faute. Cette faute, elle n'est pas en relation avec les ressentis personnels, mais la faute vient par rapport au regard du fonctionnement culturel. Et cette faute doit pouvoir être réparée pour pouvoir rapporter Uja, la puissance, et ancre la paix. Maintenant, il y a toute une démarche, tout un langage juridique, culturel qui doit être amorcé. La culture mélanoderme est une culture très complexe. Je vais donner un exemple. Moi, en tant qu'ennemi, je m'attends à ce que c'est lui qui vient après moi. Et je ne voudrais pas utiliser les mots me respecte, mais et une conscience culturelle. En relation de cette fonction, de cette conscience culturelle, il va m'accorder le respect qui m'est dû en fonction de ma position. Maintenant, quand les jeunes ne me rendent pas ce respect-là, eh bien, je m'en prends contre lui, mais je ne le dis pas. C'est ça la complexité. Ce n'est pas comme dans le monde occidental, on va vous mettre à vous insulter, on va commencer à vous regarder mal, non. Il y a une faute parce que les noms qu'on est même sur le plan juridique en Occident, qu'est-ce que l'on dit? Connaître n'est pas connaître une loi qui a été votée. Ne vous met pas à l'abri des sanctions. C'est pas comme ça. La même chose s'applique. Exactement le monde mélanoderme. C'est pourquoi la vie dans le monde mélanoderme est très complexe. Et pour être un bon mélanoderme, il faut vivre dans la culture de manière
immerger complètement. Il faut vivre la culture à 100%. Parce que notre culture, elle est très difficile parce qu'elle a 180 000 ans au moins d'histoire. Ce n'est pas les 4 choses que vous avez en Bretagne ou avec les Gaulois. Nous avons 180 000 ans d'histoire. Et cette complexité-là, c'est une grande richesse. Et il faut y vivre pour la connaître. Et quand on la connaît bien, on ne fait pas des fautes. On vit toujours en harmonie. On est dans Ankh Ouja Seneb. On est dans Ankh Nefer Seneb. Ce qui sont des principes très 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 importants à comprendre. Et donc, il faut maintenant une démarche. Le papa dont la fille se retrouve grosse s'attend, dans la fille Louemba, s'attend que les garçons Matondo mettent en marche une démarche culturelle qui va repristiner les fautes commises et remettre Ankh Ouja Seneb pour la répétition de la Mahat, la reconfirmation de la Mahat. Maintenant, comme Djelef Ndura, et si les garçons ne connaissent pas? Ma réponse serait, il est censé connaître. Qu'est-ce que tu dis à ces points-là? Moi, ma réponse, il est censé connaître. C'est connaître ce qu'il a grandi dans la culture. C'est la grandissant parents. Comment définissons cette personne-là? Orphelin. Bravo, un orphelin culturel. Il a un vide à l'intérieur. Et maintenant, il commet une faute grave, oui. Mais cette faute est justifiable du fait qu'il est un orphelin culturel. Il y a ce vide maintenant. C'est à ce moment-là que les Baneb deviennent importants. Parce que les Baneb doivent répondre à cette question. Dans les droits occidentaux, vous appelez ça ce qu'on appelle les vides juridiques. C'est-à-dire, il y a une situation, criminelle ou pas, qui se produit, et on va rechercher dans les codes juridiques, il n'y a jamais cette situation n'a jamais été, comment on dit, rencontrée, donc il n'a pas été, il n'y a pas de loi pour ça. Et qu'est-ce que l'on fait? Maintenant, ce n'est plus aux juges, aux avocats, c'est maintenant au juge. Tu vois? C'est plus un avocat qui peut décider cela. Maintenant, on va retourner, on va voir vers les juges. Parce que les juges, maintenant, ont la capacité de créer une loi. Mais maintenant, pourquoi les juges doivent créer une loi? Deviennent-ils les créateurs? Non, parce que les juges doivent étudier Mahat. Il est le premier avocat de la Mahat. Et en fonction de la Mahat et de l'équilibre social, créer une loi qui doit équilibrer la chose. Mais les jeunes dont nous sommes en train de parler doivent pouvoir maintenant réparer des choses. Et la première réparation qui se produit, c'est celui qui rentre dans une école où il doit apprendre sa situation. Il doit sortir de son état de l'orphelinat. Maintenant, les Baneb décident, en accord avec une certaine situation, de la démarche qu'il faut suivre pour réparer les causes de fautes qui ont été commises. Ça, c'est ce qu'on appelle un vide normatif. Le vide normatif doit maintenant avoir comme protagoniste dans la situation des Baneb qui vont résoudre cette situation. Et ces situations vont se multiplier. Comment ça, il n'y a pas de Baneb?
Absolument. Et c'est pourquoi j'ai dit, dans la diaspora, il y a cette habitude où on va prendre n'importe quel oncle qui connaît le langage et les codes culturels. Quand je dis oncle, ça dit n'importe qui, généralement. Un aîné, généralement, c'est un aîné. Okay? Un aîné est en mesure de fournir cette assistance, généralement, les aînés qui fournissent cela. Ce qui est important ici, et je vais profiter de cette opportunité pour le dire, quand on a grandi sans culture, quand on a grandi loin de sa culture, des fois on pense avoir une culture parce qu'on a grandi avec sa propre mère en Europe. Mais sa propre mère ne représente pas la culture. Quand pour grandir dans la culture, il faut être baigné dans ce qu'on appelle le mélanodérisme. Il faut être baigné. Il faut avoir 400 oncles, 800 tontons. Tu sais, il faut être baigné dans cela pour comprendre cela. Et là, des fois même, ce n'est pas encore assez. Quand on a grandi hors des champs culturels, okay, et on n'a pas ses parents à côté, les choses qu'il faut éviter, absolument, et c'est lui de se présenter de la famille de la fille qu'on est tant qu'on veut épouser toute seule. Le père, dès qu'il te voit arriver tout seul chez lui, les prend pour une insulte. Et il ne te pardonnera jamais. Pas qu'il ne pardonnera jamais. Maintenant, il faut que toi tu saches que tu l'as offensé. Et si, comme Caleb tu me dis, que tu n'es même pas au courant de ta culture, donc tu ne sais pas l'avoir offensé. Donc tu as un ennemi pour lequel tu ne sais pas d'avoir un ennemi. Tu as quelqu'un qui te prend pour un ennemi et toi tu n'es même pas au courant. Et ça, ce sont des situations qui sont très dangereuses. Très dangereuses parce que ce couple ne pourra jamais fonctionner parce que vous n'avez pas un Koucha célèbre. Si je voulais ajouter quelque chose aussi, et mais c'est quelque chose qui est fondamental parce que quand nous on grandissait, je me rappelle qu'on nous racontait plusieurs histoires culturelles pour embaumer ça dans les enfants. Par exemple, il racontait des histoires où un jeune garçon, quand il aimait une fille avant d'aller se marier, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire une série des actes pour remporter le cœur de la fille, entre guillemets. Ça veut dire qu'il devait faire une série d'actes pour montrer au père qu'il était vaillant, qu'il allait vraiment bien s'occuper, qu'il devrait prendre la main de la fille pour demander la main de cette fille, en général. Et donc, ça voulait dire que... Et je pense que qu'est-ce que ces histoires montraient? Il y avait de nombreuses histoires. Il y avait une histoire par exemple où le gars il devait se battre, aller affronter des crocodiles ou encore aller dans un autre village très très lointain, se perdre et tout. Et même je pense dans la Bible il y a l'exemple du gars qui devait travailler 7 ans, on a donné la mauvaise femme, il a travaillé notre 7 ans pour prendre la personne qu'il voulait vraiment. Ou c'est vraiment comme si la personne doit mériter ou bien doit montrer d'avoir fait un effort. Et donc, c'est ce que ça nous apprenait. Alors, qu'est-ce que ces histoires voulaient vraiment dire? Ça voulait dire que quand deux personnes s'aiment vraiment, et je ne dis pas seulement pour l'homme nécessairement, mais je pense que, et pour les femmes, c'est similaire aussi, parce qu'on racontait d'autres histoires, mais je vais venir avec après. Mais quand deux personnes se rencontraient, il était impératif pour les deux personnes, avant même quoi que ce soit, de faire des investigations avant de rencontrer les familles par rapport à comment les deux familles se comportent. Et c'est quoi le code? C'est à ce moment-là où les jeunes, ils cherchent quelqu'un pour savoir c'est quoi le code. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'était que, par exemple, le garçon ou la fille va demander à l'autre comment ça se passe chez vous. Et s'ils ne savent pas, c'est à ce moment-là, ils disent que si toi tu ne sais pas comment ça se passe chez vous, moi je vais venir chez toi en fonction de comment ça se passe chez nous. Quand on va se rencontrer, même si les parents, comme on peut dire, ils peuvent se sentir offensés, mais du fait que l'aîné ou la personne qui va venir avec, qui va dire que nous, on vient chez nous. Maintenant, on vient vous présenter une situation par rapport au fait que nos deux enfants s'aiment. Donc, si maintenant vous voulez qu'on puisse trouver un mi-chemin qui va faire que nous aussi, on va respecter votre culture, eh bien, voici le moment de le dire. Donc, il y a vraiment cet effet qui dit que je ne sais pas comment chez vous les choses se font, mais voilà comment chez nous ça se fait. Et donc, même s'il y a eu des erreurs faites vis-à-vis de cela, mais ça prend en considération que les autres personnes ou l'autre clan ou l'autre culture,
ils ont une différence, une variation par rapport à ce mariage-là. Et je pense que c'est peut-être une histoire ou un contexte qui peut manquer aux jeunes, parce que en général, en grandissant, on nous racontait ces histoires. Et par rapport au point de vue féminin, on racontait comment une femme, quand elle arrivait dans la famille, surtout si la femme, elle devait quitter le milieu où elle a grandi, la région où elle a grandi, pour aller dans une autre région complètement par rapport à une mutation avec son mari, ou encore pour rencontrer la famille, comment était le code. Elle devait déjà savoir comment se comportent les femmes dans la culture de celui-ci. Ou encore, quel est le code, quel est le code par rapport au monde féminin dans cette culture. Justement pourquoi. Et beaucoup de gens, ils pensent que c'est par rapport à la cuisine ou par rapport au genre anti-féminisme. Mais en général, ce n'est pas ça. C'est plus ou moins pour que quand la femme se comporte d'une manière qui est en dehors de la culture, c'est comme si directement on voit que tu n'appartiens pas à la culture. Et pour beaucoup de personnes, les aînés en général, ils vont se dire que pour eux, le plus important, c'est que leur enfant puisse se trouver dans la culture. Et donc, s'il y a un problème culturel, il y avait un tas d'autres problèmes qui pouvaient en dérouler parce que la personne ignorait que faire. Un autre exemple, c'est par exemple que dans certaines cultures au Congo, par exemple, ça veut dire que quand il y a une dispute entre un homme et une femme, pour beaucoup de mélanodermes, si vous êtes dans une maison ensemble où vous êtes mariés, ou vous habitez ensemble, que vos deux familles savent que vous habitez ensemble, du moment où la femme quitte chez elle, ça veut dire que si la femme elle décide de partir, elle prend ses affaires, elle part, entre guillemets, ça c'est le mariage le mariage il est fini, mais il y a une amende, surtout si l'homme était venu négocier avec la famille de la femme. Pourquoi? Parce que c'est comme si la femme elle sortait toute seule et tout ce qui arrive en chemin ou quoi que ce soit, c'est sur elle. Par contre, si c'est l'homme qui prend les affaires de la femme, même un petit sac ou quoi que ce soit, et le balance dehors, ça veut dire que la femme, automatiquement, si elle voulait demander un divorce, cet acte-là, ça veut montrer que l'homme, il avait déjà accepté le divorce. Peu importe que s'il savait que la femme voulait un divorce ou pas. Parce qu'il a jeté les affaires de la femme dehors. Ça veut dire que maintenant, c'est une faute par rapport à ce qui va se passer à la femme. C'est toujours sur sa responsabilité. Et il y a même un exemple, Pichibanda a expliqué comment il y avait une femme qui abusait cette loi-là, dans le sens où elle prenait le petit frère qui était très petit de son mari, ou un petit cousin qui avait que 5 ans. Alors elle lui demandait, prends cette valise et fais-la sortir. Et quand l'enfant prenait la valise pour faire sortir, effectivement c'était comme si, c'était comme s'il actait pour son frère. Et ça voulait dire que la femme, elle pouvait partir chez ses parents, raconter l'histoire de ce qui s'était passé, sans pour autant entrer dans une situation où c'est comme une action qui démontre un code brisé au fait. Donc c'était en respect avec le code pour que la femme puisse aller expliquer ce qui s'est passé dans sa famille pour venir trouver une solution. Douane est cher pour ce point. Il y a un point, quand vous avez parlé des divorces, okay? Dans la langue française on dit mariage, okay? Et puis on dit divorce. Okay? Quand je rentre chez moi à Kikongo, quand on dit mariage, on dit makwela. Okay? Ou en lingala, libala. Maintenant, comment on dit divorce en lingala? Parce que le mot n'existait pas. Le seul mot qu'on peut utiliser, on dit en Kikongo, makwela mekufua. Ou en lingala, libala kufi. Et là, on est en train de parler de la mort. Et pourquoi? Pour dire, dans la culture Kush Kamit Congo, le mariage n'est pas quelque chose qui peut mourir, parce que en tant que canep, si j'étais appelé à faire le juge culturel dans le cadre du mariage, si on veut me parler, si je dois définir un divorce, c'est comme si est-ce qu'un enfant est né, peut-on le remettre dans le ventre de sa mère? Non. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de divorce. Il ne peut pas y avoir de divorce. C'est pourquoi la vie culturelle mélanoderme est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est optimiste. Et à toute chose, il y a toujours une solution.
Maintenant, c'est pourquoi les mariages en première ligne est une affaire culturelle. On ne tombe pas à mourir, on se marie. Pourquoi c'est là? Quand vous allez aujourd'hui dans la mairie de Paris, vous avez plus de divorces que de mariages. Parce qu'on tombe amoureux et puis cet élément-là passe par après. Dans la culture mélandaire, les mariages, c'est la continuité de l'existence culturelle d'un peuple. Et aucun peuple ne voudrait que sa continuité, son bagage culturel, sa richesse, son parcours évolutif puisse s'interrompre. Et donc, il n'y a pas mariage, il n'y a pas divorce. C'est pourquoi les jeunes ont grandi. C'est pourquoi les mariages, je voulais dire plutôt, c'est fait entre généralement les gens qui ont grandi dans les mêmes environnements, dont les familles sont amies, dont les valeurs sont les mêmes. Les mariages ne commencent pas seulement. Du point de vue de la personne, on pense que le mariage, il fait se marier quand il a 18 ans. Or, du point de vue de la conception culturelle, on commence à penser au mariage de l'enfant dès qu'il est né. Mais on ne pense pas à cela en pensant au mariage, mais en pensant à la continuité. Parce qu'on sait, les parents se sont mariés, ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants pas comme trophée, pour que ces enfants fassent la même chose que la continuité. Et donc, du moment où ces enfants sont nés, on commence maintenant à penser, en les connaissant, à les découvrant, quelle est la meilleure opportunité, possibilité pour eux de se retrouver dans une situation où ils vont porter cette vie et transmettre cette culture, ces valeurs. Et en phase de conclusion, je reviens, parce que quand on a commencé, on a cité on a cité Matondo et Lueva, qui sont des enfants mélanodèmes qui sont nés en Occident. Et c'est de là qu'est né tout ce grand problème. On a parlé de Matondo comme un orphelin culturel. Pourquoi naît ces problèmes? Ces problèmes naissent exactement de la sortie du papa de Matondo de son monde culturel. Vous voyez, un simple acte a créé une chaîne de sections, de moments difficiles. En commençant l'enfant qui vit comme innocent, comme orphelin culturel, jusqu'à se retrouver dans une situation compromettante où il doit se marier, il n'y a aucun code qu'il peut respecter, se retrouvant devant quelqu'un qui s'attend de lui qu'il respecte un certain principe et code culturel que lui ne connaît pas. Jusqu'à la fille qui tombe enceinte. Et il y a un autre problème culturel parce que les garçons vont se présenter à la famille de la fille tout seul et les parents de la fille, les pères de la fille se fâchent contre lui. Et lui ne sait pas. On a une section de ce qu'on appelle des anomalies culturelles sur le plan de la jurisprudence de la famille qui sont partis d'un point, tous d'un point, la sortie de la vie culturelle. Il est aujourd'hui important pour tout Kouchkamit Congo qui a des enfants, commencer devant à penser à créer des amitiés qui vont se développer en des couples dans le futur. Et ceci ne peut se faire que dans la vie, dans les communautés. Vivre dans les communautés. Vivre dans la communauté, avoir une conscience raciale animée. Essentiel. Déplacer les enfants de gauche à droite dans les mondes différents crée beaucoup plus de malheur que de bonheur. Porter les enfants à vivre hors de leur culture, leur forcer à ressembler à des stéréotypes,
je ne sais pas comment les appeler, macabres, portent de la joie à voir qu'on ressemble à quelque chose que l'on voulait ressembler. Mais les conséquences sont néfastes par après. C'est pourquoi au niveau du père Ankem Teouti, nous allons maintenant lancer les CANEP et les MANEP à choisir les différents domaines représentatifs, choisissent-ils du droit, de l'économie. Nous devons être en mesure de pouvoir répondre à ces exigences. Et surtout au MANEP, commencer à penser à documenter la jurisprudence. De manière à ce que certaines règles ne soient seulement pas... Parce que imaginez maintenant notre ami Matondo, qui est sans culture, comme disons, un orphelin culturel. Mais si Matondo, sachant que par exemple, je suis Bamilenke, ok, et qu'il existait un livre, un code, qui enseigne sur la culture Bamilenke, il parle du mariage, il serait peut-être allé consulter ces livres-là, ces codes-là, et ne se serait pas trouvé dans la situation dans laquelle il se retrouve. Parce que les règles qui régissent le monde de Mélanonderme sont rigides, fort de leur ancienneté, de leur pouvoir. Cette ancienneté qui porte avec elle un grand pouvoir, comporte beaucoup de pièges. Pourquoi? Parce que la vie mélanonderme est censée être une vie initiatique. Et l'initié ne tombe pas au piège. Les pièges sont faits pour les profanes. Et quand on est un couche Kamit Congo, un mélanonderme, on ne peut pas se permettre d'être un profane. Parce qu'un profane est un pécheur. Et comme disent vos amis chrétiens que vous aimez tant, le salaire du péché, c'est la mort. Doigt de Dieu. Toi, Nietzsche, pour cette conversation, je pense que c'est très important. Comme tu dis, l'important c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent aller faire Google Search pour voir si je veux aller me présenter chez mes beaux-parents indiens, pakistanais ou anglais, comment faire. Et il y a beaucoup d'informations dessus qui va vous dire comment vous préparer. Et surtout, dernièrement, on a regardé des films japonais qui montraient comment leur code était tellement très bien, leur code culturel était très très bien embaumé, surtout dans la partie... Ici, on parle des parents qui peuvent avoir un sentiment vis-à-vis à qui leur enfant veut passer leur vie avec, mais dans la culture japonaise, c'est simplement avec la manière dont vous proposez du thé, offrez du thé et servez du thé à quelqu'un. Et la personne peut s'offenser contre vous pour toute sa vie parce que vous l'avez manqué de respect, insulté et traité d'une personne malpolie. Et donc, c'est très important la culture parce qu'on se rend compte que ici, on est en train de parler de mariage, de former des nouvelles familles, des choses très importantes. Mais dans d'autres cultures, c'est des choses très petites comme le code pour le thé. Ça dit quel genre d'homme, quel genre de parent, quel genre de famille vous êtes, simplement comment vous offrez du thé à quelqu'un. Absolument. Absolument. Et dans la tradition Congo, beaucoup l'ont oublié. Quand vous marchez avec votre femme, la position que vous occupez quand vous mangez dit de quel homme vous êtes. C'est assez suffisant pour voir quand vous mangez avec votre femme quelle est la position que vous occupez. Si vous voulez avoir un bon exemple en titre d'image, allez chercher les vidéos du fait maréchal d'Isaïe Mobutu Sese Seko Kongo Douazabanga. Regardez Mobutu quand il marche avec, soit il s'agit de Mama Sese, ou soit il s'agit de sa deuxième femme, Bobi Ladawa. Regardez les codes culturels. Regardez les mouvements de Mobutu, du fait maréchal Mobutu, quand il est avec sa femme. Et vous avez un grand enseignement culturel donné par les léopards eux-mêmes. Et comme je vais reprendre ce que Mobutu vient de dire ici, vous allez sur internet, vous trouvez, je vais me présenter chez les Indiens, je vais me présenter chez les Pakistanais, vous en trouvez.
Ok? Chez nous, nous n'avons pas ce travail-là. Ce travail-là n'a pas été fait parce que nous nous sommes lancés dans... Nous ne nous valorisons pas nous-mêmes. Et ça, c'est une invitation que je lance spécialement parce qu'au mois d'avril, nous allons voir beaucoup de canèbres qui vont naître. Nous allons voir beaucoup de canèbres et beaucoup de banèbres qui vont naître. Et j'en ai deux devant moi ici. Et ceux qui se posent la question, je deviens banèbre et puis j'ai fait quoi? Je deviens canèbre et puis j'ai fait quoi? Eh bien, ma réponse est très simple. Vous avez 180 000 ans d'histoire à ressusciter. Vous avez 180 000 ans d'histoire, de culture, d'éthique, de morale, de science et de spiritualité à ressusciter. Si j'étais à votre place, je commencerais à la travailler depuis hier. Et je n'attendais pas les canèbres. Tellement. Les droits qu'il doit dire, la jurisprudence familiale est un point important que nous avons cité aujourd'hui. Et vu que nous sommes dans la phase du coronavirus, nous sommes en train de nous utiliser cette opportunité pour nous apprendre. Je vous remercie pour cette opportunité au Canef, pour ce qui est monté par notre mot Canefer pour la continentaire, pour cet entretien édifiant. Et je vous donne la parole pour les mots de la fin et la conclusion. Et quand même, tu dis rien, il faut dire quelque chose. C'est quoi ton impression? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment dire? C'est un partage, t'as apporté quelque chose, t'as appris quelque chose, ou bien ce sont des choses que tu savais déjà? J'ai appris dans le sens où le fait de ne pas connaître la loi, ça cause préjudice à un moment ou l'autre. Et des fois, on évolue dans des conditions où on n'a pas l'occasion de connaître la loi et on ne sait pas que ne pas connaître la loi peut nous causer préjudice si on subit les conséquences. C'est pas comme si on l'avait provoqué. Ben, comme je te dis bien avant, l'innocent meurt. Et l'innocent est toujours le premier à mourir. Ça, c'est un de mes enseignements de mon oncle, le fait colonel Okilo. Il m'a toujours appris que quand il va quelque part, il faut apprendre toujours ce qui se passe là-bas. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là. Si tu restes un innocent est aussi un ignorant. Qui est innocent, c'est parce qu'il ne sait pas. Ce qu'il ne sait pas, c'est parce qu'il est ignorant. Et l'ignorant se retrouve avec les fautes qu'il n'avait pas commises. Malheureusement, c'est ça la situation. Malheureusement, c'est ça la situation. Et vous, Baneb, vous représentez les camps législatifs de la MAHAD. Vous êtes les législateurs de la MAHAD, les faiseurs de la loi. Et les Caneb sont des avocats de la MAHAD. Vous voyez, il y a un monde sur le plan de la jurisprudence à réconcilier, à apporter les Ankucha Sénèbres. Douaneche est notre mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais, c'est plus important pour tout élément de la culture. Non seulement de partager la culture avec les enfants, mais de partager la culture avec les jeunes et avec tous. Et surtout quand on voit, il y a certaines informations qu'on peut donner aux enfants, mais quand on voit que les enfants commencent à grandir, il faut aussi leur donner des informations pour qu'ils ne puissent pas avoir une vie plus difficile plus tard. Parce qu'on dit toujours, c'est plus facile d'éviter quelque chose que de guérir. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Et ça, c'est très important, mais aussi, c'est l'autovalorisation dit que la culture doit être passée à un moment ou à un autre. C'est vrai qu'on peut toujours dire comme excuse qu'on ne dit pas tout à tout le monde. En général, si on veut vraiment que nos enfants s'en sortent dans la vie, il faut leur faire grandir en tant que personnes qui deviendront dignes à recevoir l'information. Parce que moi, je suis absolument d'accord que l'information ne doit pas être donnée à n'importe qui.
Et je dis toujours aux jeunes, avant que je donne l'information, il faut que tu puisses être en mesure d'être pas seulement grave, mais d'être prêt pour recevoir cette information-là. Mais en même temps, je sais que c'est mon devoir à moi de préparer cette personne à être digne de recevoir l'information. C'est pas l'enfant qui va être directement capable de recevoir l'information. Et pour beaucoup, je parle aussi aux parents pour dire que quand vous voyez des jeunes, vous voyez des personnes qui, quand vous pensez à votre époque, vous étiez des personnes qui connaissaient bien la culture, bien ancrées dans la culture, eh bien les choses ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc évidemment, même pour les jeunes, des fois, c'est d'expliquer ça aux jeunes ou de leur dire de manière indirecte. Et c'est comme ça que, en général, en Afrique, quand il y a les amis, si la personne est indignée, elle va parler à une personne qui est proche, pas directement à la personne, parce que quand on dit à quelqu'un que vous n'avez pas respecté un code, c'est comme une attaque. Mais pour éviter l'attaque, c'est bien d'avoir une personne tiers à qui la personne peut expliquer comment les choses se passent, et c'est plus facile à résoudre au lieu de laisser le temps et de laisser que la situation devienne désastreuse avant de commencer à trouver des solutions. Donc, Douane et Cher, pour tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que ça a été très intéressant pour vous, comme ça l'était pour moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions pour avoir plus d'informations dessus, mais aussi de partager votre culture ou de partager des expériences que vous avez eues par rapport à ces codes similaires à celui-ci. Donc, partagez vos expériences, partagez ce que vous voulez, et aussi comme ça on pourra faire une deuxième partie qui va plus ou moins répondre à vos expériences et aussi répondre à vos questions. Douane et Cher, Douat Amonra, Douat Neb Ercher.